Bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'expérience client. Je suis Claire Morel, journaliste spécialisée dans les sujets de l'expérience client et je suis ravie d'animer cette 4e saison. Alors pour ce nouveau plateau, nous allons aborder la gestion de projet et bien évidemment projet de relations clients. Alors nous allons en parler avec Frédéric Odo, directeur commercial et transformation chez Foundever, Nathalie Galliot, directrice commerciale No Business chez FICI, et Ségolène de Dianous, directrice de l'engagement et de l'expérience sociétaire de MACSF. Bienvenue à tous les trois. Bonjour. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, je vous propose qu'on fasse un tour de table pour que vous puissiez présenter vos entreprises respectives. On commence par vous, Ségolène. Très bien. Moi, je suis à la MACSF. La MACSF, c'est la mutuelle d'assurance des professionnels de santé. Et donc, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, nous assurons tous les professionnels de santé sur l'ensemble de la gamme de produits, c'est-à-dire évidemment la RCP, la responsabilité civile professionnelle, l'assurance vie, la retraite, l'assurance de personnes et l'IRD, donc vraiment tous les sujets. Nathalie. Oui, donc FICI, éditeur de solutions de CRM et de marketing. Alors, FICI en quelques chiffres, donc 500 collaborateurs au service de l'expérience client, 66 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1600 clients en France et 13 500 dans le monde. Plus de 30% dans le monde de clients dans le monde de l'assurance et de la mutuelle, avec de beaux logos comme Swiss Life, le groupe Pro BTP, Mutuelle de Poitiers, MADP, MAPA, Carène, Assurance du groupe Alliance, voilà, de très gros et des moyens. Et Frédéric, Foundever. Donc Foundever, moi je suis directeur commercial du groupe pour la partie française. Donc Foundever, c'est un groupe d'externalisation, ce qu'on appelle un outsourcer. On existe depuis plus de 30 ans, on est un groupe français malgré le nom, Foundever. Vous avez peut-être connu notre ancien nom Sitel. On est présent aujourd'hui dans 46 pays, on a 170 000 collaborateurs, on génère 4,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. On est très présent en France, puisqu'on a un peu plus de 6 000 collaborateurs et en offshore 8 000. Et le secteur de l'assurance, pour nous, est un secteur clé, puisqu'on génère un peu plus de 50 millions d'euros sur le marché français avec ces clients qui sont stratégiques pour nous. Alors sur ce plateau, on va parler de gestion de projet en relation client, alors que ce soit technologique ou humain. Et on va commencer par votre témoignage, Ségolène, puisque vous avez mis en place un CRM maison. Alors déjà, on va commencer déjà peut-être plutôt par vos enjeux en matière d'expérience client. Quels sont les enjeux au sein de MACSF aujourd'hui ? Alors les enjeux de l'expérience client au sein des MACSF, j'ai envie de dire au sein de l'assurance en général, c'est vraiment de simplifier et fluidifier l'expérience client. C'est vraiment très important puisqu'on est sur un sujet qui n'est pas tellement plaisir, qui est contraint, qui est réglementaire. Et donc les gens ne vont pas y aller d'eux-mêmes, ils n'ont pas la satisfaction finalement finale de l'achat s'il y a de l'effort à faire. Et donc si on ne les aide pas à aller jusqu'au bout de leur démarche, ils auront vite fait d'abandonner ou en tout cas de le faire mal, c'est-à-dire trop vite, d'avoir mal exprimé leurs besoins, d'avoir pas donné les documents, etc. Et donc ça, c'est l'enjeu pour l'assurance. Alors moi, ma mission au sein de la MACSF, c'est vraiment de porter cette expérience client, de remettre le client au centre de toutes les décisions. Et on a évidemment des directions qui vont avoir des enjeux plus de maîtriser les équilibres techniques, d'autres qui vont avoir des enjeux de respecter la conformité, et ils vont être évidemment jugés là-dessus. Donc du coup, c'est important d'avoir aussi une direction qui va être jugée sur est-ce que cette expérience client est satisfaisante et donc de la mesurer. Et alors, on mesure une expérience client satisfaisante si le client va au bout de manière fluide, s'il va évidemment convertir, mais aussi s'il est fidèle, s'il va recommander, s'il va faire tous les actes en ligne ou facilement au téléphone et donc finalement se multiplier chez nous parce que ce sera plus facile qu'ailleurs. Et on sait que dans l'assurance, il y a toujours un sujet pris pour certains, mais finalement, pour les autres, comme c'est plutôt un irritant, ce sujet-là, l'expérience client compte énormément. Enfin, ceux qui ne sont pas uniquement basés sur le prix, très vite, c'est l'expérience client. C'est-à-dire que ce soit le plus simple, qu'on m'aide, qu'on m'accompagne, qu'on m'explique bien, que j'ai bien compris, que je n'ai pas le sentiment d'avoir pas compris et du coup d'avoir resté avec ce petit doute. Et donc voilà, c'est ça notre objectif et particulièrement ma mission. Et alors, quand on avait préparé ce plateau, vous m'aviez expliqué que vraiment toutes les équipes, tous les services étaient partie prenante de cette expérience client, notamment l'informatique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le mode de fonctionnement ? Alors, c'est effectivement quelque chose qui est plutôt récent. C'est-à-dire que il y a une dizaine d'années, on était plutôt dans il y avait quelques-uns qui portaient l'expérience client, mais ce n'était pas du tout central au sein de l'entreprise. On avait des directions techniques, comme je disais tout à l'heure, soit qui étaient très à cheval sur la technique, ou une informatique qui disait si
c'est faisable. Il peut le faire. S'il veut, il peut le faire. Alors que ça lui prenne 25 clics, que le temps de réponse soit super long, qu'on ait du mal à naviguer, ce n'était pas leur problème. Aujourd'hui, on est vraiment passé d'une ère où elle était anecdotique, cette expérience client. S'ils avaient le temps, éventuellement, ils voulaient bien faire un peu de UX, à quelque chose qui est central et qui est primordial, qui, je dirais, a le final cut, voilà, à la fin d'un projet. Donc ça, pour faire cette transformation, on a eu quelque part 2 grands sujets. Le premier, c'est que il y a vraiment une volonté de la direction générale de changer ça. Donc, les conseillers, en fait, au contact du client sont souvent notés. Vous savez, il y a des SMS après, est-ce que vous avez été content, est-ce que ça s'est bien passé. Et donc, on a essayé de passer, en fait, cette logique de satisfaction client sur les back-office. Alors, on a essayé de mettre plein de mesures. C'est très compliqué. C'est-à-dire comment je vais mesurer, comment le client final peut mesurer que l'informatique a bien fait son travail, que la conformité, c'est impossible, quasiment. Donc, on n'a pas réussi, en tout cas, à le faire avec des notes et éventuellement une récompense. Mais le fait d'avoir tous ces débats sur comment je peux mesurer, qu'est-ce qui est calculé, etc., pendant 2 ans quasiment, finalement, ça a complètement transformé la mentalité des gens dans les directions, parce qu'en fait, ils se sont quand même projetés sur, à la fin, peut-être que ma prime, elle sera impactée. Alors, il était question même à un moment que ce soit les fronts qui notent les bacs, etc. Mais enfin, bon, il y a eu beaucoup de débats. Et ça a participé à cette transformation. Et en parallèle, on a eu beaucoup de développement sur Internet, sur le digital, etc. Et donc, on a énormément travaillé l'UX pour nos sociétaires finaux. Et en travaillant l'UX pour nos sociétaires finaux, nos conseillers ont dit « Ah, mais c'est super !» Et donc, ils avaient même tendance à aller sur l'espace personnel, parfois plutôt que sur leurs outils, parce qu'ils s'y trouvaient bien, ils naviguaient facilement, ils le recommandaient énormément. Et donc, en fait, on a importé cette démarche d'UX pour le client final en UX pour les conseillers, pour, en fait, tout l'interne de la MACSF. Et ça a 2 vertus. D'une part, ça va plus vite. On travaille l'expérience vendeur, quelque part, vendeur, gestionnaire, etc. Et pour l'informatique, eux, ils ont été convaincus parce qu'on arrive à faire des choses en ce qu'on appelle en front unique, en fait, à mutualiser le plus de choses possible, à la fois pour l'externe et pour l'interne. Du coup, ils font le moins de développement possible. Donc, ils ont évidemment des couches différentes pour les internes et pour les externes. Mais on a un développement à la fois en back et en front qui est mutualisé. Alors, vous avez lancé récemment, je ne crois pas, un projet de refonte de votre CRM. Pourquoi déjà refondre votre CRM ? Alors, le CRM, moi, je suis en plus au marketing. Le CRM, c'est crucial. On l'a entendu sur les plateaux d'avant. La donnée client, c'est essentiel. Nous, on est des assureurs et on a donc cette chance d'avoir beaucoup de données clients. Donc, l'objectif, c'était, on avait un CRM qui était un peu désuet, de rassembler toute la donnée, d'avoir une vraie vision 360 et de mieux servir le sociétaire grâce à cette donnée. C'était aussi, grâce à une donnée bien organisée, bien présentée, de faciliter également, on a toujours ce binôme, la vie des conseillers, parce qu'ils perdent beaucoup moins de temps à récupérer la donnée, ils sont beaucoup plus justes dans leurs réponses, ils circulent beaucoup plus vite, et donc, in fine, ça leur simplifie la vie, et évidemment celle du sociétaire qui passe moins de temps et qui va directement à sa réponse. Et alors, comment vous avez procédé en matière de gestion de projet ? Comment ça s'est passé ? Alors, sur ce CRM, on a expérimenté, comme je vous ai raconté, la méthode agile, alors de manière assez littéraire. Hein. On avait des gens qui étaient assez orthodoxes. Et donc, il y a eu, je vous partage cette expérience, qu'on a vraiment interrogé les utilisateurs finaux, alors les conseillers, ceux qui allaient utiliser le CRM, et puis il y avait les informaticiens. Alors, on a vraiment travaillé là-dessus. On se rend compte quand même, en retour d'expérience, qu'un utilisateur final, déjà, il se base toujours sur ce qu'il connaît. Il a du mal à se projeter dans ce qu'il ne se connaît pas, dans impossible, qu'il n'imagine même pas. Voilà. Un peu comme les chevaux, si on dit voiture à cheval, qu'est-ce que vous aimeriez ? 6 chevaux ou des chevaux qui fatiguent jamais. On n'imagine pas qu'on peut avoir une voiture sans cheval. Mais il y a un peu ce biais-là. Et d'autre part, quand ils expriment tout ce qu'ils veulent, ils ont du mal à arbitrer et à prioriser leur choix. Or, on ne peut pas tout développer en même temps et il faut évidemment développer au fur et à mesure. Et donc, on a eu cette grande réflexion tous ensemble. En tout cas, tous les utilisateurs ont été très impliqués. Également l'utilisateur final, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que ce qui simplifie la vie de l'un va servir la vie de l'autre. Et donc, on a procédé en fait par itération. On a sorti un premier lot et un retour d'expérience sur les lots d'après. C'est qu'on continue évidemment énormément à écouter les utilisateurs, mais en fait, on a quand même une couche intermédiaire pour concevoir les solutions et identifier leurs problèmes et leur proposer des solutions qui ne sont pas eux qui identifient les solutions. Alors, vous avez fait le choix d'un CRM maison. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, justement ? Ah oui, on est assez atypique, effectivement, sur la place. On a regardé beaucoup les CRM qui se faisaient sur la place de marché, évidemment.
Et en fait, on a trouvé qu'il ne correspondait pas forcément à notre besoin MACSF. On a un cycle d'acquisition qui est assez particulier sur la place, parce qu'on est très affinitaire. Donc nous, on est, je vous le disais tout à l'heure, à l'assureur des professionnels de santé. Donc l'essentiel de notre recrutement se fait au moment des études en santé. Donc on a identifié les facs de médecine, les facs de dentistes, les écoles de kiné, etc. J'ai envie de dire, c'est un marché qui est fini. Il est connu, il n'y en a pas à l'infini, etc. Donc on va cibler notre campagne sur ces moments-là, et on a des cycles d'acquisition qui sont assez courts, très très pointus, etc. Donc notre CRM, nous, c'est un CRM plus de multi-équipements. Et sur ce qu'on a vu souvent, c'était que les CRM de la place étaient essentiellement tournés vers des prospects. Donc des bases prospects, des conversions de prospects, des cycles de vente qui étaient parfois plus longs que les nôtres, etc. On a aussi tout un réseau salarié, donc on a moins de problématiques de passage d'un canal à l'autre, puisque chez nous, tout est extrêmement centralisé. Et donc il nous semblait que les briques qui étaient sur le marché pouvaient en partie correspondre à notre besoin, mais pas complètement, et que l'essentiel, nous, de notre business model, il n'était pas forcément bien servi. Ça, c'était une première raison. Et la deuxième raison, c'était qu'on pensait qu'on subirait des montées de versions, encore une fois, pas forcément sur les briques qui étaient essentielles pour nous, ce qui peut correspondre à d'autres. Mais donc on a un modèle qui est un peu à part. Et alors, par rapport à votre retour d'expérience, quels conseils vous donneriez aux entreprises qui souhaitent justement changer de CRM, mettre en place un nouvel outil Alors, je pense qu'effectivement, il faut en premier comprendre sa stratégie et sa stratégie business, que le CRM soit bien correspond à sa stratégie business. On l'a vu, nous, il y a eu un petit décalage et on s'est dit que ça pouvait nous faire dériver grandement, en fait. Ensuite, le deuxième retour d'expérience, c'est bien écouter les utilisateurs, encore une fois, internes et externes. Ne pas leur demander des solutions, uniquement les écouter. Les solutions, ça doit être une autre direction qui la propose, qui a en fait du recul et qui est capable de se projeter autrement. Le fait d'avoir, et aujourd'hui ça fonctionne très bien, des équipes qui ont des rôles beaucoup plus définis, c'est-à-dire que chacun connaît sa place. Donc on va avoir quelque part une MOA UX qui va vraiment travailler l'expérience client, et puis une MOA entre guillemets technique qui va vérifier qu'on a le bon produit, la bonne conformité, que tout est absolument sec, j'ai envie de dire, d'un point de vue technique. Ça n'empêche pas de se challenger les uns les autres. Mais en tout cas, c'est bien chacun à sa place. Et puis, on a aussi cette implication de l'informatique qui, dorénavant, est complètement convaincue de la place des uns et des autres. Et en fait, avec elle, on va aussi chercher des solutions. Parce qu'en UX, on peut être parfois trop gourmand, parce qu'on veut absolument tout. Chez eux, c'est consommateurs, notamment de serveurs, de temps de réponse, etc. Et donc, quand on a cet échange-là au bon moment, et pas sur « c'est pas ton besoin », mais j'ai compris ton besoin, mais il faut qu'on trouve une autre solution ensemble. Quand on a cette discussion, ça va très vite et c'est très constructif. Voilà. Très bien. Nathalie, je me tourne vers vous. Déjà, pour information, Effici a réalisé en partenariat avec Eloquent et Opinionway une récente étude qui est très intéressante sur la fidélisation des clients dans le secteur des assurances et des mutuelles. Donc, ça me paraissait évident d'en parler parce qu'elle reprend tous les éléments qui composent l'expérience client, notamment les attentes et la perception des consommateurs vis-à-vis du secteur. Et on peut retrouver cette étude sur le site d'Effici. On va maintenant parler du coup de la gestion de projet. Certaines entreprises choisissent de déployer des outils en interne, c'est le cas de MACSF, mais d'autres de faire appel à des partenaires. Quels sont les avantages justement de faire appel à un partenaire externe pour déployer son CRM ? Nous avions répondu à l'appel d'offres, on n'a pas su être convaincants. Mais bravo en tous les cas pour ce beau projet que Ségolène vient d'exposer. Pour ceux qui choisissent un CRM du marché, il y a plusieurs avantages à mon sens. Donc c'est déjà un gain de temps pour l'expérience utilisateur et pour l'appropriation. J'ai en mémoire un assureur client et un superviseur qui avait une équipe avec beaucoup de turnover, des gens beaucoup de nouvelles entrants et qui exposaient qu'il y avait moins de 15 minutes d'appropriation par rapport à l'outil, par rapport à sa simplicité d'utilisation. Autre effet, autre avantage, moi je pense qu'on bénéficie de l'innovation, dernière technologie, et puis aussi du retour d'expérience des autres clients. Parce qu'il y a une roadmap en tant qu'éditeur. Tous les clients nous remontent leurs besoins et certaines améliorations sont intégrées en standard dans les solutions. Et également l'aspect réglementaire, parce que on se doit de fournir des outils qui soient compliant avec la réglementation, le RGPD, la DDA. Donc voilà, et donc tout ça est inclus dans nos offres. Puis le gain de temps sur le déploiement. Moi j'ai l'exemple d'un client dans une mutuelle qui a démarré son projet CRM en moins de 3 mois, parce qu'il n'y avait pas de sujet d'intégration.
Et puis il y a un entre-deux, entre MACSF qui choisit un développement spécifique et puis nos solutions. On a, j'ai l'exemple d'Aptis Assurance qui a choisi de s'auto-intégrer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils se sont formés comme un intégrateur, ils se sont certifiés, ils sont complètement autonomes sur la mise en place de leur outil, la modélisation des objets, des contrats, etc. dans l'outil. Voilà, donc il y a la voie du milieu. Alors, au moment de l'appel d'offres, est-ce qu'on doit prendre en considération les autres outils déjà en place qui composent l'écosystème en matière de gestion de la relation client, ou peu importe? Oui, il faut, parce qu'il faut vraiment choisir des solutions ouvertes. Alors nous, chez Efficient, on est agnostique, on essaye de s'interfacer avec n'importe quelle solution et de laisser la mutuelle, l'assureur, le laisser libre de son choix d'architecture technique. Et donc moi, inciter les mutuelles et les assureurs à vérifier ces points par des POC techniques, notamment sur l'intégration. J'ai le souvenir d'un DGD, d'un directeur général délégué, qui m'avait dit: Nathalie, avec le coût d'intégration du CRM est moins coûteux que le coût d'intégration avec une solution de back-office leader du marché que je ne citerai pas. Voilà, donc, mais c'est pour vous montrer effectivement l'impact que peut avoir l'intégration au sein de cet écosystème. Quand on décide de changer un outil comme un CRM, est-ce qu'on peut envisager de tout changer d'un coup, de tout remettre à plat? C'est-à-dire on casse la maison et on remonte, ou alors il vaut mieux vraiment chaque brique après chaque brique? Alors il y a certains qui font le choix du Big Bang. Chacun sa politique. Moi, j'aurais plutôt tendance à voir. On voit en ce moment plutôt une logique par processus. Donc, ces mutuelles, ces assureurs qui se font accompagner de cabinets. Voilà, donc, on est dans une logique plutôt. Si on adresse le marché des collectivités, le marché du B2B ou du B2C, on va y aller par étapes. Voilà. C'est vraiment notre préconisation. Et quelles sont, selon vous, les bonnes pratiques par rapport à vos retours d'expérience pour mener un projet justement de déploiement d'un CRM? Claire, je vais enfoncer des portes ouvertes. C'est se faire accompagner par un cabinet conseil qui va pouvoir modéliser les processus, recueillir les besoins, comme l'évoquait Ségolène. Voilà, donc vraiment, c'est la clé, définir le besoin correctement. Peut-être aussi réaliser, je l'ai dit aussi, des POC pour vérifier l'intégration, vérifier aussi que les process peuvent être déroulés. Bien choisir son couple éditeur-intégrateur, parce qu'on peut avoir une très bonne solution mais un mauvais intégrateur et avoir un effet déceptif. Et peut-être aussi toute la conduite du changement, très importante lorsqu'on est sur de grosses populations d'utilisateurs. Et mener ce projet de front, trouver des sponsors en interne qui vont porter le discours. Et peut-être aussi, alors le ProBTP avait choisi de lancer un appel d'offres sur la conduite du changement. Ils sont appuyés sur un cabinet dont c'était l'expertise et qui a fait une capsule vidéo, une captation vidéo du directeur général, donc qui lors de la formation des commerciaux, a expliqué l'enjeu de ce projet CRM. Voilà, et donc la genèse et l'enjeu de façon à expliquer pourquoi ce changement. Très bien, parfait. Et de quelle façon on peut mesurer la réussite du déploiement d'un outil CRM? Est-ce qu'il y a des indicateurs à suivre, à mettre en place? Oui, alors on peut suivre la fameuse DMT, la durée moyenne de traitement, avant la mise en place du CRM, après. Le ROI, parce que tout ce temps, vous l'avez évoqué Ségolène, c'est du temps gagné en efficacité. Le temps de traitement entre la navigation d'un internaute qui utilise un comparateur qui va faire un devis auto, par exemple, jusqu'à la signature du contrat, ce temps va être complètement simplifié. Vraiment, on est sur un parcours sans couture. Très bien. Merci Nathalie. Frédéric, le cœur de métier de Foundever, c'est l'externalisation de la relation client. Et vous proposez aussi des solutions technologiques pour vos clients. Première question, qu'est-ce qui pousse une entreprise à externaliser aujourd'hui? Alors, Ségolène le citait, l'enjeu aujourd'hui de mettre en place un service client, il est majeur. Il y a 20 ans, le service client était peu efficace, peu efficient, et ce n'était vraiment pas dans les stratégies d'entreprise. Et le contexte a véritablement changé. Avec le Covid, déjà, il y a eu une accélération de la digitalisation et des processus. Et une prise de conscience que la relation client, fidéliser ses clients, acquérir de nouveaux clients et l'attachement à la marque sont clés aujourd'hui. Et vous pouvez perdre beaucoup de vos clients si vous n'avez pas un service client efficace. Donc, et on le voit d'ailleurs, puisque de plus en plus de directeurs d'opération ou directeurs de la relation client sont au COMEX,
qui n'était pas le cas il y a encore 10 ans. Donc il y avait véritablement un enjeu et une prise de conscience sur le fait qu'un service client efficace, c'est clé pour la fidélisation et l'attachement à la marque. Quelles sont les bonnes questions à se poser et les étapes à respecter quand on se lance dans la recherche d'un prestataire BPO? Alors je dirais que c'est un peu les mêmes enjeux que la mise en place d'un outil. C'est pour ça que vous avez été invité sur le même plateau. Alors, ce que je n'ai pas dit, effectivement, nous, on est outsourceur, mais depuis plus de 15 ans, on développe des solutions technologiques pour pouvoir optimiser les parcours clients, fluidifier, simplifier, arrêter les parcours labyrinthes. Donc, on est aussi éditeur de logiciels. On a un outil de gestion de relations clients omnicanal qui s'appelle INSO. On est agence digitale pour pouvoir développer des chatbots, des voicebots, des solutions de self-care, toujours dans l'optimisation, dans l'optique d'optimiser les total cost opérations, de pouvoir aussi optimiser la satisfaction des clients puisque c'est plus rapide, plus efficace. Et puis on est aussi dans notre métier organisme de formation puisque c'est clé. C'est nos agents qui font la satisfaction des clients de nos clients. Donc la formation est aussi clé dans leur environnement de travail. Et l'environnement de travail est aussi clé, puisqu'on parle souvent de CSAT, de satisfaction client, mais la satisfaction agent aussi, elle est extrêmement importante aussi, puisque quand vous avez un outil simple d'utilisation et efficace, ça fidélise aussi les collaborateurs, ça leur simplifie le travail, et on voit qu'on a moins d'attrition et plus de satisfaction collaborateur. Alors pour revenir à la question clé, qu'est-ce qui va pousser une entreprise à optimiser ou à externaliser sa relation client? Globalement, première chose, c'est de se poser les bons constats, les bons enjeux. Qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui ne marche pas bien? Donc vous pouvez être aussi accompagné en fonction de l'importance du projet d'externalisation par des cabinets de consulting spécialisés. Donc ils vont écrire des cahiers des charges en fonction des enjeux et des audits qu'ils auront pu faire en interne. Qu'on est aussi, nous, capables de faire. Ça passe souvent par des appels d'offres, mais nous, on préfère aussi aller en amont des appels d'offres de gré à gré, justement pour pouvoir apporter plus de valeur, avoir plus de maîtrise dans l'environnement de travail du client. Donc, déjà bien définir les enjeux et surtout avoir une équipe qui est capable, globalement, chez vous, chez le client, d'internaliser, qui est capable d'analyser l'ensemble des solutions à mettre en place, qu'est-ce qui manque. Donc qu'est-ce qu'une externalisation va apporter en plus? De la souplesse, de l'agilité, on peut aussi accroître des plages horaires, on va souvent optimiser le total cost opération aussi, puisque nous, on va être aussi challengé sur les durées moyennes de traitement, les fameuses durées moyennes de traitement. Donc on va avoir des objectifs pour être un peu plus compétitif que ce qu'on peut faire en interne. Donc voilà, il y a toutes ces visions-là. Et puis surtout, en dehors du total cost opération, l'objectif clé, il y a plein d'objectifs, mais les deux grands, c'est la satisfaction client. Et au travers de vos retours d'expérience par rapport à ce que vous avez fait avec les clients, est-ce qu'il y a quelque chose où, pour le coup, vous conseillez de ne pas faire ou attention, warning? C'est d'avoir une mauvaise maîtrise de ces enjeux et surtout de ne pas avoir défini ces pain points. Si vous n'avez pas défini vos pain points, les difficultés que vous rencontrez dans votre relation client, ça va être plus compliqué d'avoir des réponses efficaces de la part de prestataires spécialisés. Donc ça, c'est vraiment clé. Donc c'est aussi pour ça qu'on peut dire que souvent des grandes entreprises se font accompagner par des cabinets de consultants pour bien définir ça. Et surtout bien avoir analysé les pain points, les enjeux et ce qu'on attend. Est-ce qu'on attend un renfort? Est-ce qu'on attend une optimisation des parcours clients? Donc tout ça, ça doit être bien écrit, bien perçu, pour que le prestataire puisse avoir une qualité de réponse et puis surtout opérationnelle la plus efficace possible. Quand on confie une partie de l'activité service client, ce qui n'est pas rien, enfin service client, service commercial aussi, ça peut être, il y a plusieurs types d'activités, mais c'est pas rien quand même, parce qu'on confie aussi sa marque, sa vitrine. Comment on fait pour créer une cohésion justement entre les équipes internes, les équipes externes? Alors, il va y avoir toute une partie de gestion de projet qui est clé dans la réussite de la mise en place, et dans cette gestion de projet, il y a toute la culture et l'ADN, la formation sur la culture et l'ADN de l'entreprise qui va confier sa relation client. Donc ça, déjà, c'est un point extrêmement important. Et puis après, quand on va être en production, c'est aussi le fait de pouvoir mettre le plateau à l'image et au logo et aux couleurs de nos clients, que nos clients viennent régulièrement sur les plateaux, rencontrer les équipes, remercier les équipes du travail fourni, parce qu'on accompagne aussi les entreprises sur plein d'enjeux, notamment par exemple l'élection du service client de l'année. Donc voilà, on est vraiment main dans la main, à l'époque, on appelait ça un prestataire. Nous, on veut vraiment se poser comme un partenaire. Voilà, donc on a des enjeux communs et c'est la satisfaction des clients. Donc pour l'attachement à la marque,
on va mettre en place des modules de formation, de l'ADN de la société, des enjeux de la société. Et souvent, très régulièrement, quand on pose des questions à nos collaborateurs, ils sont un peu fondever, mais ils sont quand même beaucoup plus, ils sont quand même plus dans la vision de nos clients. Et c'est une réussite pour nous quand c'est comme ça. Très bien. Je vous remercie infiniment pour vos retours d'expérience, vos conseils. Et moi, je vous retrouve pour un dernier épisode. On va parler de l'expérience client, des enjeux, des problématiques, des objectifs des PME de l'assurance. À bientôt. Merci. Merci. Merci.